Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Oui, tout vient à point. À qui c'est attendre, effectivement. Il est 17h03 sur Sud Radio et nous sommes ensemble au moins jusqu'à 20h, jusqu'à 19h pour ces voix, ce rire que vous entendez. Non mais j'adore quand vous avez vos proverbes de grand-mère comme ça pour commencer. Tout vient à point. Non, j'adore, je vous adore. En fait. Je vais vous le dire quand même. C'est adorable. Vous avez reconnu cette voix. Vous avez reconnu celle qui commence par un mot d'amour comme ça. C'est Françoise de Goua. Comment ça va, ma chère Françoise? Ça va super bien, et vous? Éditorialiste Sud Radio. Écoutez, toujours quand je vous vois, le soir en plus, c'est bien, ça me change de mes horaires à moi. C'est ça. Et on est très content de vous accompagner jusqu'à 19h. On a notre vraie voix honoraire aussi. Honorable. Vous le direz, j'espère. Écoutez, je pourrais même vous dire votre honneur si j'avais une vague du jeu, je suis honorable. Je pourrais même vous dire votre honneur si j'avais une vague inculture juridique, puisque c'est comme ça qu'on devrait dire à un magistrat si on était aux États-Unis. Philippe Bilger, comment allez-vous? Très bien. Vous êtes content d'être là? Pas de jour férié pour vous? Oui, très franchement, j'aurais poursuivi le 11 novembre à rien faire, j'aurais été ravi. Ouais. Mais savoir que je retrouve Françoise et ce jeune homme talentueux, ça me fait plaisir. Écoutez, tant qu'à rien faire, faisons-le ensemble. Après tout, on accueille notre invité, Mathieu Hoc, un petit nouveau dans les vraies voix du soir. Bonjour à vous, mon cher Mathieu. Bonjour. Bonsoir même. Tiens, rapprochez-vous de votre micro. Ouais. Sentez-vous à l'aise, vous allez vous faire adouber, baptiser même par Françoise de Goua et Philippe Bilger. Non mais gentil, il a l'air tellement mignon et tout. Non. Elle commence comme ça, puis après, ça va taper. Bon. Dès qu'elle comprendra que vous êtes un petit peu de droite, un petit peu, je le dis, parce j'ai que déjà vu l'affiche, oui, j'ai vu que vous êtes secrétaire général du think tank Le Millénaire, proche des Républicains, plus ou moins en tout cas, ce qui nous permettra de parler avec vous des questions d'actualité. C'est pour ça qu'on est très content de vous avoir. Au sommaire, chers amis, de cette émission, notre débat du jour, il concerne les centres-villes, pas seulement Paris d'ailleurs, Toulouse, Bordeaux, Marseille. Faut-il permettre aux villes d'interdire les SUV? Vous savez, ces voitures qui ressemblent à des 4x4, qui n'en sont plus vraiment. Véhicules jugés encombrants et polluants par les uns, spacieux et confortables par les autres. C'est l'idée en tout cas de Yann Brossat, sénateur communiste de la ville de Paris, qui souhaite proposer une loi, la déposer pour permettre aux villes de les interdire. On va en débattre avec notre premier invité à 17h30. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Nous sommes le 11 novembre. Beaucoup de Français ne travaillent pas. Ça nous amène à ce débat qui revient tous les ans et même tous les mois. Surtout en ce moment, les Français doivent-ils travailler davantage, quitte à supprimer d'ailleurs, pourquoi pas, un jour férié, celui-ci ou un autre. On en parlera avec notre invité François Omril, qui dirige la CFE-CGC, le syndicat notamment des cadres. Voilà en substance pour le programme des vraies voix. Je vois déjà la teneur du débat sur la deuxième partie. Vous n'avez pas envie de travailler? Mais si, vous êtes là pour travailler. Ça vous aurait du travail, ma chère Françoise, et vous êtes... on est très heureux. On est aussi avec un auditeur du jour. Je suis un peu tout dans le désordre. Je suis débutant. Pardonnez-moi, chers amis, j'ai moins l'habitude. Tu parles d'un débutant. J'adore. Luc, au 0826 300 300 depuis le Val-de-Marne. Comment ça va, Luc? Écoutez, Jean-Marie, ça va très très bien. Je vous remercie de m'inviter dans votre émission. Écoutez, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous le savez, vous êtes auditeur de Sud Radio, ce qui signifie que vous êtes ici, chez vous. Luc, jusqu'à 19h, de profession, vous êtes promoteur immobilier, je crois, en plus. Absolument. Ouais, profession qui en ce moment est un petit peu malmenée parce que c'est vrai que le secteur de l'immobilier est un petit peu en crise, tout simplement, spécialement dans le neuf, on est d'accord? Absolument. Ce qui vous amène à ce coup de gueule. Voilà. Alors, je ne veux pas faire pleurer Margot, ni Françoise de Goua d'ailleurs. Non, ça y est, ça commence. Salut Luc. Bonjour Françoise. Salut. Il faut savoir une chose, il y a un chiffre, les chiffres sont importants. L'immobilier, tout confondu, c'est 100 milliards d'euros de recettes pour l'État français par an. Nettement plus que l'impôt sur le revenu. Aussi, dans la frénésie de réglementation imposée par l'Europe, le logement paye un très très lourd tribut. Et pas uniquement le logement privé, mais aussi le logement social, qui paye un très très lourd tribut avec de très nombreuses défaillances d'entreprises de l'achat d'HLM. Alors la rénovation énergétique en est un des aspects. Les Français l'ont, bon gré, mal gré, intégré dans leurs projets immobiliers, à mon avis, moins par prise de conscience écologique que par le constat d'une facture énergétique en hausse exponentielle. Nombre de normes s'abattent sur les constructeurs de logements neufs pour entrer dans ce projet d'avenir. Très concrètement d'ailleurs, vous mon cher Luc, vous êtes promoteur immobilier, vous construisez quoi? Des appartements en général, des maisons, des pavillons?
Je construis des appartements et essentiellement des résidences pour étudiants. Et donc ces normes-là, par exemple environnementales, concrètement, ça a quel impact chez vous? C'est des fenêtres en double vitrage, j'imagine, par défaut, mais pas seulement? Oui, ça l'est depuis très longtemps. Le seul problème, si vous voulez, c'est qu'on peine à comprendre la logique de ces normes, dans la mesure où certaines coûtent beaucoup plus à produire les éléments de ces normes que l'économie qu'elles peuvent générer. Par exemple, il y a beaucoup de matériaux. Vous voyez, vous prenez l'exemple du double vitrage. À une époque, on avait même envisagé le triple vitrage. Ouais. Sauf que pour faire du verre, eh bien, il faut consommer une quantité d'énergie absolument colossale. Donc, si vous voulez... on se fait plaisir avec ce genre de choses. Après, on gagne en confort, hein, on est d'accord quand même. On a tous quelques souvenirs de nos maisons quand on était petits, avec des vieilles fenêtres. Quand vous aviez un coup de vent, vous le sentiez passer, Luc, vous aussi, non? Absolument, c'est pour ça que je vous dis que la conscience écologique compte moins que la facture énergétique. Effectivement, on gagne du confort. Il y a aussi tout un tas de normes, si vous voulez, qui contraignent. Il n'y a pas que les normes énergétiques. Par exemple, on se retrouve confronté, et c'est un autre sujet, à des normes pour les handicapés. L'accessibilité, notamment dans les immeubles collectifs. Et ça complique en tout cas les chantiers, j'imagine, pour vous, même si... Énormément. Maintenant, excusez-moi, je finis. Vous avez maintenant des toilettes qui ont la dimension d'un champ de course. Oui, je sais, parce que moi, je vois les nouveaux appartements, par exemple, qui sont construits porte de la Chapelle, pour ne pas les citer. Ils sont extraordinairement modernes. Alors, c'est des habitations à loyer modéré, mais ils sont modernes, ils sont équipés absolument pour les handicapés, avec des toilettes absolument immenses. Et moi, pardon, j'entends ce que vous dites, hein, mais tout ce qui va dans le sens de ce progrès-là me paraît tout à fait essentiel. C'est un coût qui vous paraît justifié, en tout cas. Oui, c'est un coût qui me paraît justifié. Et pour le reste, si l'immobilier va mal, c'est aussi parce que les gens n'ont pas plus assez d'argent pour emprunter et acheter de la rade. Durant le week-end, je suis devenu un peu informé sur ce sujet. La facture énergétique, c'est hallucinant. Comme elle pèse. Ah oui, c'est énorme, effectivement. Et Mathieu Hoc le confirme. C'est tout à fait, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je pense que ce que souligne le Luc, ce qui est intéressant, c'est quand même de dire qu'aujourd'hui, la politique du logement en France coûte 100 milliards d'euros à peu près par an, et pour autant, on a 8 millions, selon la Fondation Abbé Pierre, on a 8 millions de gens qui sont mal logés. Donc on est là face à un paradoxe, et donc effectivement, une des causes est effectivement les normes aujourd'hui qui sont imposées aux promoteurs immobiliers. Mathieu, c'est pas simplement ça. C'est aussi si toutes les mairies acceptaient d'avoir leur quota de logement social. Vous savez très bien que c'est un vrai sujet. Ceci dit, il y a une crise du logement qui est inédite. Enfin inédite non, mais on est probablement dans la plus grave crise de logement depuis les années 50. Et à un moment, ce sujet va devenir une bombe à retardement. On en reparlera avec vous, Luc, au 0826 300 300. D'ailleurs, je le rappelle, tous les samedis à 9h15, parlons IMO pour ceux qui se passionnent pour les questions de logement. Il est très bien, ce Luc. Mais il va rester avec nous, surtout, Luc. Vous êtes très bien. Vous êtes adopté, Luc. Vous êtes un promoteur acceptable. Allez, restez avec nous, mon cher Luc. On va vous retrouver notamment pour le débat des vraies voix. Est-ce que il faut interdire en centre-ville les SUV? Voilà, pourquoi pas une nouvelle norme qui pourrait débarquer. Vous nous direz si vous êtes pour ou pas avec nos invités. Restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants. À suivre sur Sud Radio, les 3 mots dans l'actu. Ce sera avec Clément Barguin aujourd'hui. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 19h. Vous entendiez Philippe Bilger rigoler pendant qu'il parlait d'ailleurs avec Françoise de Gouac. Vous n'entendez pas pour une fois. Nos bêtises. On a le droit, non, de parler de nos bêtises. Vous avez le droit de parler. Vous êtes même là pour ça. On est à la radio, tant qu'à faire. Vous nous parlerez de vos bêtises avec Mathieu Hoc qui est avec nous, notre vraie voix du soir. Nous sommes également en direct avec Luc au 0826 300 300 du Val-de-Marne et Clément Barguin qui nous rejoint dans quelques instants. Les 3 mots dans l'actu. On viendra sur cette histoire rocambolesque. Un patient hospitalisé qui passe la nuit dans un garage. Le garage de l'hôpitalier. Plus de place ailleurs. Il vous dira pourquoi. Mais tout de suite, le réquisitoire d'un homme en colère. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Philippe Bilger, vous requérez contre sa sainteté le pape Oui, ce soir. si ce n'était pas le pape, je serais en colère. Là, je suis juste étonné. Peut-être a-t-il des raisons profondes pour ne pas aimer la France et l'Europe. Mais je suis à chaque fois étonné par l'incongruité, les paradoxes de ce pape totalement atypique. Sur certains plans, je l'adore dans la mesure où il est très autoritaire à l'égard de l'organisation de l'Église et j'aime bien les conseils qu'il donne. Pour le reste, je trouve que il n'est pas au bord de l'opinion politique, il y tombe carrément. La plupart du temps, certes, s'il avait la mienne, je le lui reprocherais pas. Votre honnêteté vous honore. Pour venir au fait, je ne comprends pas pourquoi apparemment il va aller en Corse en refusant de venir à l'inauguration, à la première messe de Notre-Dame de Paris. Y a-t-il des antipathies personnelles? Y a-t-il un désir de se distinguer? En tout cas, c'est étonnant et on ne parvient pas à l'expliquer. Il n'aime pas Paris, peut-être. Il est déjà allé à Marseille. Il ira donc en Corse et ça vous étonne? Oui, que finalement, il ne serait même pas venu en France. J'aurais dit, bon, il y a peut-être d'autres ressorts qui expliquent sa non-venue. Mais là, c'est tout de même, il a beau être papal, c'est tout de même un pied de nez. Voilà. De toute façon, c'est une très forte personnalité. Moi, j'adore ce pape, évidemment, parce que souvent, il a des opinions politiques. Mais de toute façon, c'est la tradition des papes. Les papes, sur les questions sociales, sont très souvent à gauche. Je ne parle pas, évidemment, du pape pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est toujours ça. Et sur les questions doctrinales, ils sont très réactionnaires. Et là, vous les aimez beaucoup plus que moi, évidemment. Je pense peut-être est-ce le coup de pied de la mule. Souvenez-vous quand même que François inaugure son pontificat avec le rejet de notre proposition d'ambassadeur auprès du Vatican, parce que vous savez qu'à Rome, il y a 2 ambassadeurs, l'ambassadeur de France en Italie et l'ambassadeur et un troisième, l'ambassadeur auprès de la FAO. Il y en a 3 en fait, 3 ambassadeurs. Et il refuse parce que on fait de la proposition d'un diplomate ouvertement homosexuel et dans le bon sens du terme, enfin complètement libre, etc. Et il le refuse à cause de mariage pour tous. Donc il est tout à fait possible. Je ne lis pas dans les entrailles, ni je ne suis pas dans l'esprit de François, mais je ne sais pas si cette question-là finalement n'a pas toujours parce que ça a commencé par un bras de fer avec Emmanuel Macron. Ça a commencé avec un bras de fer avec Emmanuel Macron. Il y a peut-être quelque chose dans la personnalité d'Emmanuel Macron de trop familier, de trop... enfin, je veux dire, bon, Emmanuel Macron, que ce soit le pape, je pense qu'il ferait pareil avec Dieu si Dieu existait. Il l'embrasse, il le touche, comment tu vas, il le tutoie. Bon, il y a peut-être... Je pense pas que ça soit ça, parce que c'est un type très libre, François, c'est un Argentin, il est très sensuel. Moi, je l'ai croisé une fois à Rome, avec tout seul, en train d'acheter ses pizzas. Honnêtement, c'est un type extraordinairement abordable. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose par rapport à un mariage pour tous. Peut-être. Je sais pas si moi j'ai pas aimé ou pas aimé le discours du pape. Ce que je remarque, c'est qu'effectivement, bah si, tu peux avoir un avis. Ce que je remarque plutôt, c'est qu'effectivement, je comprends nos concitoyens catholiques qui lui en veulent, mais je pense qu'en fait la réalité du positionnement du pape, elle est la suivante, c'est qu'en fait il regarde les mutations démographiques et les mutations religieuses à l'échelle de la planète. Et lui considère que la Corse, c'est une super mutation. Mais lui considère de toute façon que l'Europe et l'Occident est en voie de déchristianisation. Effectivement, spécialement la France. Et spécialement la France. En France, on prend un exemple. Je prends toujours ce même chiffre. En 1970, il y avait 30 millions de Français qui allaient à la messe dominicale. Aujourd'hui, c'est moins de 2 millions. Donc à partir de ce moment-là, il se dit que de toute façon, le réseau des fidèles n'est plus ici. Le réseau des fidèles est en Amérique latine, en Afrique. Et donc il a une vision beaucoup plus mondiale. Je pense qu'il se désintéresse du marché européen et spécifiquement de la France pour se concentrer sur d'autres régions du monde. Je pense que c'est cela. Vous croyez, Mathieu? Oui, je pense. Non, mais Mathieu, ça aurait du sens. Ce que vous dites, ça aurait. D'abord, c'est pas vrai parce que tous les papes veulent relancer. D'ailleurs, Jean-Paul II est allé à Lourdes il y a 30 ans pour relancer. Il est allé pour relancer justement le pèlerinage de Lourdes et ça a parfaitement fonctionné.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Ça tiendrait si le pape n'avait pas été à Marseille avec un discours extraordinaire. Non, mais il ne peut pas non plus éviter la France. Mais disons que ce n'est pas sa priorité. Je peux finir. Vous m'avez coupé aussi. Mais non, oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais c'est pas vrai, parce qu'en moins d'1 an, il va à Marseille avec un discours extraordinaire sur les migrants. Moi, que j'ai trouvé, c'est le plus beau discours politique qu'on ait jamais fait sur les migrants. Et moins d'1 an après, je crois que c'est à 1 an d'intervalle, il repart en Corse. Donc vous pouvez absolument pas dire que il évite la France. Au contraire, il envoie un message. Est-ce que c'est un message de rancune par rapport à la France je n'en sais absolument rien, mais je trouve dommage, moi aussi, sérieusement, je trouve très dommage qu'il soit pas là pour la réouverture de Notre-Dame, sérieusement. C'eût été splendide. Bon, voilà. Mais écoutez, c'est l'heure où Clément Barguin va sonner les cloches. Justement, ça tombe très bien. C'est nous les cloches, hein, vas-y, sonne pas trop fort. 3 mots dans l'actu, Clément, qui sont donc garage pour le premier mot. On est d'accord. Et ensuite, engagement et coup de téléphone. À Langres, en Haute-Marne, un patient a dû être hospitalisé dans le garage d'un hôpital par manque de place aux urgences. Pour les commémorations du 11 novembre, le Premier ministre s'est rendu au musée de la Grande Guerre de Meaux. Michel Barnier qui appelle les jeunes à s'engager, notamment dans les mouvements politiques. Et puis, selon le Washington Post, Donald Trump et Vladimir Poutine se seraient entretenus jeudi dernier. Un échange téléphonique démenti aujourd'hui par le porte-parole du Kremlin qui évoque une fausse information. Les vraies voix Sud Radio. C'est l'histoire de ce lundi. Un homme pris en charge par le service des urgences de l'hôpital de Langres en Haute-Marne, près de Dijon, pour une inflammation des intestins. Il s'est vu déplacé dans un garage, faute de place. Oui, le 26 octobre dernier, cet homme de passage dans la région souffre de vives douleurs au niveau du ventre. Il est alors pris en charge par le service sous conseil du SAMU pour y être hospitalisé. Sauf que voilà, il va être déplacé dans un endroit pour le moins insolite. 24 heures après son arrivée, faute de place aux urgences, il est transféré dans le garage de l'hôpital. Écoutez son témoignage au micro de nos confrères de TF1. La première chose qui me vient en tête, c'est mais qu'est-ce que je fais là ? Mais qu'est-ce que je fais là concrètement en fait ? Pourquoi on me met en fait dans un garage ? Vous avez un bruit assourdissant accompagné d'un son aigu qui vient d'une ventilation mécanique. C'est un garage, donc forcément il y a des ventilations. Et derrière ça, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Voilà, une hospitalisation dans le garage. Le lendemain, il a demandé à rentrer chez lui. Il adresse ensuite un courrier à l'agence régionale de santé, au centre hospitalier de Langres et au ministère de la Santé. La direction de l'hôpital, elle dit aussi avoir alerté à plusieurs reprises l'ARS sur cette situation. Des sollicitations restées pour l'instant sans réponse. C'est dingue, je sais pas, je suis ministre de la Santé, je pourrais le dire d'autres départements ministériels, je vois ça, je réagis immédiatement et je règle le problème. Et je vais dans cet hôpital. Avant de le faire ailleurs, quoi. Non, mais c'est inimaginable. Oui, je pense l'inertie en plus de ce gouvernement. Enfin, moi, je veux dire, je pense que tout le monde devrait monter. Moi, je sais pas, ça choque tout le monde. Je regarde cette vidéo, elle est vue déjà des millions de fois, vraiment sur les réseaux sociaux. Ça paraît... Et en plus, elle illustre un débat sur la perte de moyens de l'hôpital et le manque de place. Et puis sur la réduction du budget. On est en plein budget 2025 et là, tout le monde, je sais pas, c'est le 11 novembre, tout le monde dort, je pense. C'est ça. Ça illustre la tiers-mondisation de nos services publics et le fait qu'effectivement, en France, aujourd'hui, on dépense autant que l'Allemagne sur les dépenses de santé et sur l'hôpital. Et pour autant, on a moins de lits d'hôpitaux, les soignants sont moins bien payés et on a moins de professionnels de santé sur le territoire. Et ben, en tout cas, autre sujet, on y reviendra parce que c'est un débat qui reviendra de toute façon dans les vraies voix. Aujourd'hui, autre mot dans l'actu, Michel Barnier était en déplacement à Meaux, Clément, en Seine-et-Marne pour les commémorations du 11 novembre. Il célèbre l'armistice de la Première Guerre mondiale. L'occasion pour Michel Barnier de s'adresser à la jeunesse française. Face aux grands défis du monde, on peut avoir la tentation de se résigner à un sentiment d'impuissance, mais il y a une autre voie qui consiste à faire face, à relever la tête et à agir. Voilà ce qu'a déclaré Michel Barnier, qui appelle notamment les jeunes d'aujourd'hui à s'engager. Engagez-vous pour le climat, engagez-vous contre la pauvreté, la précarité, l'isolement. Engagez-vous pour la transmission de notre patrimoine, de notre histoire, notre culture, notre patrie. Pour les plus âgés d'entre vous, engagez-vous dans des mouvements de jeunesse, des associations pour la défense de notre pays. Engagez-vous y compris dans des mouvements politiques. Ce que j'ai appris personnellement, mesdames et messieurs, très tôt, c'est que si vous ne vous occupez pas de politique, c'est la politique qui s'occupe de vous.
Moi, magnifique beaucoup. musée au demeurant. Le musée de la Grande Guerre. Oui, j'aime beaucoup Michel Barnier. Quand vous fermez les yeux, vous l'écoutez, vous dites on a un Premier ministre socialiste, il est extraordinaire, engagez-vous pour la pauvreté, etc. C'est le même, en fait, qui propose un budget qui ratiboise absolument tout, qui va faire des fonds de tiroir, j'ai pas dit les fonds de poubelle, et qui va sucrer les services publics. Bon, voilà. Il y a une grande différence entre les deux. Ah oui, laquelle tout simplement, gratuit, ce sont des injonctions très justes et très généreuses. Et après, il y a le contact du réel. Donc, c'est la grande. Je constate que l'appel à la jeunesse de Michel Barnier a trouvé un écho dans le studio des Vraies Voix. Ça fait plaisir. Bien sûr. Je ne vois pas pourquoi vous me regardez comme ça. Parce que le seul qui n'a pas réagi, c'est le plus jeune de la table. Il y a une véritable crise de l'engagement chez les jeunes. L'engagement se manifeste de manière différente désormais, effectivement, avec les associations sur d'autres enjeux. On parle notamment de mobilisation sur les enjeux écologiques, etc. Mais par contre, cette mobilisation et cet engagement des jeunes, quand je parle de crise de l'engagement, c'est parce qu'elle ne se traduit pas dans la participation. Mais je suis pas d'accord. Au vote, puisque effectivement, les jeunes votent moins maintenant. D'abord, c'est pas vrai. Votent encore moins que les anciens. C'est absolument faux. Pendant la présidentielle, ils ont voté énormément. Pendant les législatives, on a vu des armadas de jeunes voter. Oui, mais moins que les autres. Et je pense que vous avez tort quand vous dites que les jeunes sont pas engagés. Il faut arrêter d'enfoncer des portes ouvertes fausses. Allez, dernier mot quand même dans l'actu. On vient sur cet imbroglio diplomatique, les allégations concernant un supposé entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump qui sont formellement démentis par le Kremlin. Le Washington Post a affirmé que les deux hommes avaient eu un premier entretien depuis la victoire de Donald Trump. Donald Trump qui aurait notamment appelé Vladimir Poutine à ne pas provoquer d'escalade en Ukraine. Une fausse information selon le porte-parole du Kremlin qui affirme que cela ne correspond absolument pas à la réalité, que c'est une pure invention. Le porte-parole du Kremlin qui ajoute qu'à ce stade, il n'y a pas de plan concret pour une telle discussion. Et cela alors que les deux hommes se sont dit prêts à se parler la semaine dernière. Écoutez notamment ce que disait Vladimir Poutine. Si quelqu'un veut reprendre contact, cela ne me dérange pas, je suis prêt. S'il vous plaît, reprenons le contact, discutons, sauf que cette discussion n'aurait pas encore eu lieu. Donald Trump, lui, a régulièrement affirmé pouvoir mettre fin à la guerre en Ukraine en un jour, sans jamais détailler comment il s'y prendrait. Mais cela pourrait probablement passer par un accord exigeant que Kiev cède à Moscou une partie de son territoire. Je ne sais pas si vous connaissez ce vieux dicton russe, Clément Barguin, ne jamais croire une information tant que le Kremlin ne l'a pas démenti. Voilà. Ma tendance, c'est plutôt de croire que c'est le Washington Post qui dit la vérité. Rapport au type qui vient de réagir, là, qui s'appelle Vladimirovitch. Vous êtes un spécialiste des dictons dans tous les Écoutez, il en faut quand même tous les jours. Oui, le dicton russe qui est le mieux, je pense, ne va pas réveiller et tirer le poil de l'ours pendant qu'il dort. Exactement. Voilà. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, il y a une tradition de proverbes russes insolents avec le pouvoir qui sont absolument magnifiques. Allez, restez avec nous. Malheureusement, toujours pas d'armistice en Ukraine. En revanche, on va parler des jours fériés. Les Français doivent-ils travailler davantage ? Pourquoi pas supprimer un jour férié, comme plusieurs parlementaires le suggèrent. On en parle dans quelques instants avec notre invité qui nous fait le plaisir de nous rejoindre en studio sur Sud Radio, François Omril de la CFE-CGC. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Mathieu Hoc. Vous êtes tous sages, ça fait plaisir. Vous êtes très sages. Vous avez eu ça un peu. Voilà, un peu trop. Ça ne pouvait pas durer longtemps. Voilà, j'attendais de réveiller Françoise Degois. Alors vous voyez, j'étais trop pressé. Nous sommes le 11 novembre. Je voulais parler de notre coup de projecteur à partir de 18h40 sur les jours fériés. Les Français doivent-ils travailler davantage ? Je suis sûr que notre invité aurait déjà une idée sur la question. Et quoi qu'il en soit, on va parler d'abord de notre débat sur les SUV. Faut-il les interdire en ville ? On en débat avec notre invité tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'attends vos questions. Vous avez le droit de l'ouvrir. Le sénateur de Paris, Yann Brossat, estime qu'en 10 ans... Mais méfiez-vous de ce que vous allez baver. Les voitures ont pris 1 centimètre tous les 2 ans et 10 kilos par an. Paris est une ville qui est extrêmement dense. Dans une ville comme Paris, il n'y a pas d'utilité sociale à ces véhicules énormes qui sont des mastodontes qui, une fois de plus, prennent une place démesurée dans l'espace public. Qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Eh ben, un piéton, plus vrai. C'est une Allemande.
Quelques souvenirs cinématographiques qui nous ont fait rigoler, c'est vrai, effectivement. Merci Julien Delmas pour la réalisation. On accueille notre invité Jacques Baudrier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Adjoint communiste à la mairie de Paris en charge du logement et de la transition écologique du bâti. Vous êtes aussi responsable de la commission mobilité du Parti communiste français. En gros, vous êtes monsieur transport au PC. Tout à fait. On va le dire comme ça. C'est votre collègue, votre camarade plutôt, que dis-je, le sénateur communiste Yann Brossat, qui était lui-même élu parisien, qui veut déposer une proposition de loi pour permettre aux villes de prendre la décision d'interdire les SUV dans le centre-ville. Qu'en pensent nos vraies voix? Philippe Bilger. Je vous remercie, Jean-Marie, de me donner la parole le premier, parce que je vais énoncer des banalités qui résultent de mon ignorance totale, technique et scientifique. Je vous vois bien du problème développé par Yann Brossat. J'ai entendu dire, évidemment, que son interdiction, sa volonté d'interdire n'était pas du tout absurde sur le plan technique et par rapport à la ville de Paris, mais en ce qui me concerne, je me demande sur quelle pente on pourrait aller si on adopte un processus d'interdiction pour tous les véhicules qui poserait des problèmes par rapport à l'écologie, par rapport à la circulation, et pardon pour ces poncifs, mais je suis sûr que je vais entendre des choses passionnantes maintenant. Moi, je suis absolument d'accord avec Yann Brossat. Je pense que quand vous voyez la taille des SUV, moi, comme vous, je vis dans le centre de Paris. De toute façon, Paris est tout petit. On imagine que c'est une immense capitale. La proposition de loi vaut aussi pour Toulouse, pour Marseille, pour Bordeaux, pour Lyon. Pour Toulouse, c'est pareil. Pour Toulouse, pour Marseille également. Enfin, je veux dire, une fois que vous êtes passé sur la corniche, vous avez tout fait à Marseille quand vous circulez. Est-ce que vous avez déjà circulé dans les rues de Marseille? Je vous parle pas du tout de la Castellane et des abords de Marseille. J'y ai pris beaucoup de plaisir, d'ailleurs. Moi aussi, mais je veux dire par là que à quoi servent les SUV? C'est pas un jugement moral en réalité. On sait très bien que Paris est la ville la plus dense du monde. Elle est encore plus dense que Tokyo. C'est une toute petite ville, Paris, c'est minuscule, on se rend pas compte. Il faut simplement sortir à l'extérieur pour se rendre compte. Donc ces voitures prennent trop de place, il faut donc les interdire. Il faut les interdire, elles n'ont pas de place pour se garer. Il y a quand même d'autres moyens, je pense, d'amener peut-être les enfants, parce que je suppose qu'on va nous opposer pour les familles nombreuses, amener les enfants à l'école, etc., etc. J'entends tout ce qui peut être dit, mais à un moment donné, on va parler d'écologie punitive. Non, à un moment donné, il faut que les choses s'arrêtent. Il faut absolument qu'on ait des mesures coercitives, sinon on va vraiment tous mourir à plus 4 degrés, sérieusement. Non, moi, sur le contenu de cette proposition de loi du sénateur Yann Brossat, la question que je pose toujours, c'est quelles sont les modalités alternatives qu'on offre aux Français? Parce que quand on regarde aujourd'hui sur les SUV, comme vous l'avez dit, c'était mon argumentaire. Je suis pas dogmatique sur cette question-là, mais on peut voir effectivement comment les familles, et notamment on sait que ce sont les familles qui sont ciblées à travers cette loi à Paris, qui sont les familles de l'Ouest parisien, donc du 17e, du 16e, du 15e arrondissement, qui ont tendance à voter à droite. Ça qui cible. Donc il y a aussi un enjeu politique derrière cette proposition de loi. On n'est pas dupe. Mais quelles sont les mesures alternatives pour ces personnes-là quand effectivement vous avez une famille nombreuse à Paris et que vous voulez circuler? Il existe quand même des grands véhicules qui ne sont pas des SUV. Par exemple, il y a un deuxième point effectivement qui, du coup, vous abordez le point, c'est que il y a des SUV qui existent, qui sont, je crois, électriques, qui sont électriques et qui sont aussi concernés par la proposition de loi d'interdiction par Yann Brossat. Effectivement. Alors il y a un delta qui est je crois d'un certain nombre de kilos, j'ai plus le chiffre en tête, mais effectivement du coup de fait ça veut dire que les propositions alternatives qui pourraient être le cas, donc c'est-à-dire les SUV électriques donc écologiques, sont aussi pénalisées par cette proposition de loi. C'est un paradoxe, je trouve. Monsieur Baudrier. Alors, je vais d'abord apporter quelques précisions sur le détail de la proposition de loi que va déposer Yann Brossat ces jours-ci et sur laquelle nous avons travaillé. Alors, les véhicules qui sont concernés, c'est les très gros véhicules qui, pour la plupart, sont des SUV, mais il y a aussi des petits SUV qui ne pèsent pas lourd et qui ne posent pas de problème. Donc, les gros SUV, c'est-à-dire des voitures de plus de 1,8 tonne thermique et pour les véhicules électriques, 2 tonnes. Ça veut dire que pour les familles dont vous parlez, évidemment, il y a des familles nombreuses, tout à fait, qui ont besoin de véhicules à 7 places. C'est-à-dire que des espaces, des 5008, des véhicules familiales déjà relativement haut de gamme, ne rentrent pas dans le champ de cette interdiction. Donc les véhicules que nous proposons de donner la possibilité aux élus locaux. C'est pas une loi nationale qui va interdire partout. C'est de donner la possibilité aux communes. Parce qu'aujourd'hui, une ville, un maire n'a pas le droit d'interdire les SUV en centre-ville. Une ville, une équipe municipale n'a rien le droit d'interdire du tout. Voilà. Donc c'est de donner la possibilité aux mairies, en fonction du débat démocratique, et c'est pour discriminer les véhicules
les plus lourds, les plus polluants, qui sont plus dangereux. Parce que il y a 30% d'accidents de plus, ils sont beaucoup plus mortels et les blessures sont beaucoup plus graves avec des très gros véhicules. C'est un très gros véhicule de 2 tonnes 2 qui a tué Paul Varry, c'est ce drame atroce qui a eu lieu il y a quelques semaines. Pour l'instant, l'enquête ne s'oriente pas, c'est toujours en cours, vers un accident. Voilà, mais en tout cas, c'est un très gros véhicule, extrêmement dangereux. Et ces véhicules sont beaucoup plus dangereux, un certain nombre d'études internationales l'attestent. Ces véhicules aussi sont plus polluants. Parce que la pollution, de plus en plus, est fonction, les émissions de CO2, c'est en fonction du poids. Donc le poids, 1,8 tonne, un véhicule standard, c'est 1 tonne et 1 tonne 2. Donc c'est près de 2 fois plus de pollution à l'émission, 2 fois plus de carburant ou d'électricité ou d'énergie à consommer. Et c'est aussi les émissions de particules fines qui tuent des milliers de gens aujourd'hui dans les villes. C'est de plus en plus les freins et les pneus, 60% des émissions, et c'est proportionnel au poids. Donc à tout point de vue, ces véhicules, ils sont plus polluants, plus dangereux pour la santé publique. Donc, de notre point de vue, ils n'ont rien à faire en ville, d'où la proposition de loi de Yann. Et vous allez y répondre tout de suite, Jacques Baudrier. Est-ce que c'est pas aussi une manière de cibler les gens de droite, les riches qui ne voteront jamais communistes, par exemple, ou pour Anne Hidalgo à Paris ? Un moment, si on veut sauver la planète, clairement, les véhicules particuliers, c'est 15% des émissions de CO2. Donc ça veut dire que nous, notre point de vue communiste, on ne veut pas empêcher les gens de se déplacer. Notre perspective, c'est que tout le monde puisse se déplacer autant, collectivement, même les classes populaires, classes moyennes, partent plus en vacances. Donc on pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont vocation à plus se déplacer. On n'est pas dans une décroissance des déplacements. Mais il y a un certain nombre de comportements de déplacement avec des très gros véhicules qui émettent beaucoup de pollution, qui sont dangereux. Donc il faut que ces comportements-là, en gros, c'est un peu moins de déplacements automobiles, surtout dans les villes, mais surtout des déplacements avec des automobiles moins lourdes. Les automobiles aujourd'hui, elles ont pris 300 kilos de plus qu'il y a 30 ans. Donc cette dynamique-là, à toujours des plus grosses voitures, n'est pas supportable pour le climat, et quel que soit le conducteur. Alors, il se trouve que c'est plutôt effectivement des personnes plus riches qui ont des très gros véhicules, mais le sujet c'est collectivement ces comportements. Les riches voteront à gauche, ça sera bien aussi. C'est collectivement, c'est pas possible. On pourra pas sauver la planète avec ce type de comportement. Luc, 0826 300 300, vous êtes dans le Val-de-Marne, on le disait tout à l'heure. Vous êtes dans quelle ville d'ailleurs, vous, Luc ? Au Perreux-sur-Marne. Pardon, j'ai mal entendu. Au Perreux-sur-Marne. Et vous avez un SUV, normalement, promoteur immobilier SUV, non ? Ça, c'est un cliché, Françoise. Mais je sais, je me taquine moi-même. J'ai encore plus gros, François. Vous avez quoi ? Non, vous avez quoi ? Je ne sais pas citer de marque. Non, mais vous avez quoi comme type ? Vous avez un Hummer, un camion ? Si vous avez un Hummer, ça réglait. Je viens de m'en séparer, un gros 4x4 d'une marque allemande. Ah oui, d'accord, oui, ok, je vois. Vous auriez été clairement ciblé par cette loi. Allez-y, Luc. Alors, il faut déjà remettre l'église au centre du village. Le SUV, c'est strictement rien. C'est un argument commercial, ça veut rien dire. Le sport utility véhicule, en bon français, c'est tout simplement un segment qui a été créé, à mon avis, pour, je dirais, proposer aux conducteurs un véhicule un petit peu plus haut, surtout avec une vision nettement plus éloignée, et puis un petit peu plus cossu, c'est-à-dire c'est le chaînon manquant entre la voiture de tout le monde et puis le 4x4 comme j'ai pu avoir. Ouais. Ça ressemble à un 4x4, mais c'en est pas un. Voilà. Mais c'en est pas un. C'est rien de plus. Précision d'ailleurs, Luc, juste pour recadrer le débat, c'est vrai que c'est moi qui avais décidé de poser cette question, interdire les SUV en ville. La proposition de loi de M. Brossat, elle ciblera pas spécifiquement les SUV, elle cible toutes les voitures lourdes, y compris votre vrai 4x4. Au-dessus d'une tonne 8, ouais. Allez-y, Luc. Moi, de toute façon, j'ai plus de problème, je ne vais plus à Paris. Donc, le problème est réglé, puisque de toute façon, ça devient impossible pour tout un tas de raisons. Moi, une chose qui me choque, c'est dans la déclaration que vous avez passée de M. Brossat, qui parle d'utilité sociale pour ce genre de véhicule. Si maintenant, tout ce que l'on fait doit avoir une utilité sociale, et ne prend pas en compte le plaisir qu'on a à avoir un objet qui nous plaît, à avoir excusez-moi je dis une marque, mais avoir une Rolex plutôt qu'une Timex. C'est le fond du débat, c'est intéressant comme question. Je ne crois pas que c'est le fond du débat, moi. Allez-y, Luc. C'est pas le fond du débat, si vous... Pardon ? Allez-y, justement, on va dérouler votre argument et on va laisser nos vraies voix et notre invité vous répondre. Il est là le fond du problème, si vous voulez, c'est que si maintenant, et c'est le parti pris par toute une frange de minorités agissantes. J'adore. 193 députés, je vous rappelle. Luc, là, vous l'entendez, la minorité. Alors, Luc, c'est une majorité depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on a Luc, on va laisser répondre nos vraies voix, justement, pour continuer la discussion. Jacques Baudrier.
Avoir une Rolex, ça n'embête absolument personne. Vous êtes mais avoir un SUV de 1,8 tonne, si 100% des Parisiens ou des Franciliens voulaient avoir des SUV de 2 tonnes et rouler dans Paris, ça ferait une ville absolument insupportable et ça ferait des dizaines de milliers de morts à cause des émissions de particules fines. Ça serait, ça n'a rien à voir entre un SUV de 1,8 tonne en ville et une Rolex. Une Rolex, c'est un bien de luxe qui ne pose pas de problème. Vous ne croyez pas que ce qu'évoque notre auditeur rejoint mon ignorance initiale, c'est-à-dire le fait qu'il peut y avoir une volonté de caporaliser à partir de cela et d'élargir, on ne sait jamais. Mais le sujet, c'est que je vous ai dit, clairement, on s'inscrit dans une perspective politique. Si on continue à avoir des voitures de plus en plus lourdes, on ne sauvera pas le climat. Donc à un moment, il y a une responsabilité collective. Il faut prendre plus le train. Nous, on considère qu'il ne faut pas empêcher les gens d'avoir des voitures, mais simplement, il y a 30 ans et 40 ans, on avait des voitures moins lourdes et on vivait très bien comme ça. Ce qui sera le cas d'avoir des voitures plus lourdes puisqu'on passe à l'électrique et qu'avec le poids des batteries, forcément, les voitures seront de plus en plus lourdes. Une voiture électrique est plus lourde qu'une thermique. Il faut donc une stratégie. Ça pose la question de quelle stratégie la France et l'Europe veut en termes de production automobile. Et là-dessus, très bonne question. Par rapport à votre parti politique, est-ce que vous êtes dans la bonne dynamique sur une stratégie de création d'automobiles vertes, sachant effectivement les problématiques de normes, les problématiques de fiscalité. Je pense qu'on peut faire confiance aux communistes pour tout avoir planifié quand même. Ce modèle-là, pour construire une industrie, ne fonctionne malheureusement pas. Les modèles qui fonctionnent sont plutôt les modèles justement américains quand on voit l'Inflation Reduction. Non, mais pas du tout. Alors là, tu dis excellente question et je vais vous répondre. L'avenir de l'industrie automobile. Aujourd'hui, l'industrie automobile française, elle produit de moins en moins de voitures, donc elle sous-traite d'ailleurs à l'étranger, et de plus en plus grosse pour faire plus de marge. Le but n'est pas l'utilité sociale globale de voitures, mais les marges des entreprises Renault et Stellantis. Et c'est le problème. Le Renault 5 est un sacré contre-exemple quand même. Mais récemment, dans la période récente, depuis 10-15 ans, notre sujet, justement, historiquement, les constructeurs français étaient spécialistes plutôt de petites voitures. Donc c'est exactement ce qu'il faut redévelopper, revenir à nos fondamentaux. Nous, ce que nous proposons, c'est que la Twingo, par exemple, électrique, qu'avec une prime à la conversion, on pourrait avoir pour les ménages modestes et les classes moyennes à moins de 10 000 euros. Donc c'est ça l'avenir, c'est la Twingo électrique qui soit produite à Flins. Je peux même vous dire dans quelle ligne de production, quelle usine, combien de personnes il faudra embaucher. Et il suffit, en un an, on pourrait adapter tout à fait cette usine. C'est ça l'avenir de l'industrie automobile française, c'est plus produire en France en discriminant. Oui, mais du coup, il faut un cadre. Le cadre, il est européen. Politique, Mathieu, le cadre soit compétitif. Mais le cadre, il est européen. Il faut un cadre. Monsieur a raison. Il faut un cadre budgétaire fiscal. D'ailleurs, on le propose. Il y a des amendements de députés communistes qui sont proposés au projet de loi de finances. Le but étant d'inscrire ce cadre, donc plus discriminer les gros véhicules à l'achat. Et avoir des critères pour les aides à la prime à la conversion et au bonus écologique en fonction du mix électrique du pays qui le Françoise. Oui, j'entends ce que dit Luc, il parle de discrimination sociale, en fait d'utilité sociale, et excusez-moi, je vais être un peu, je ne fais pas partie, je ne suis ni communiste ni écologiste. La réalité... Pour l'instant. Non, évidemment, je suis de gauche assumé, je me cache pas derrière mon petit doigt. La réalité, c'est que notre ami a dit pas de caporalisation, moi je vais plus loin que lui, je pense qu'il faut de la caporalisation. Je pense regardez, vous avez le sommet, la COP29 qui s'ouvre à Bakou. Moi, j'ai fait toute la COP21 avec Ségolène Royal, Hollande, etc. Je vois le mal de chien qu'on a eu pour atterrir sur un accord extraordinaire, le plus grand accord depuis la Seconde Guerre mondiale. Je vois comment on ne l'a pas respecté. Je vois vers quoi nous glissons. Eh bien oui, les copains, à un moment donné, j'en ai ras-le-bol d'entendre l'écologie punitive, tout le monde qui crie avant d'avoir mal. Eh bien oui, à un moment donné, il va falloir que nous soyons coercitifs. Ou alors on meurt tous ensemble. Moi, ça me gêne pas, on sera déjà mort. En tout cas, cette question des automobiles chinoises. Ben oui, il faut les arrêter. Mais comment ça? Mais il faut faire du protectionnisme. Moi, je suis pour. Mais on en fait européen. C'est moi qui vais faire de la coercition. Vous n'allez pas nous raconter la vie parce que vos copains. C'est moi, Françoise de Gaulle, vos copains à l'Europe, ils sont pas du tout protectionnistes. Ils sont ouverts. Françoise de Gaulle, je vais caporaliser vos micros. Je vais vous couper vos micros tous les deux. Vous voulez du caporalisme, ça vous fera du bien. C'est ça, on va censurer Françoise de Gaulle. C'est la fin
de ce débat, malheureusement. C'était trop bref. Merci beaucoup. Merci à vous d'être intervenu, Jacques Baudrier. Je le rappelle, responsable du transport au Parti communiste. Vous êtes adjoint aussi à la mairie de Paris. Alors, ils ne sont pas d'accord avec vous, hein, nos abonnés sur Twitter, malheureusement pour vous. On leur posait la question, faut-il interdire les SUV en ville? Verdict, non à 83% d'entre eux. Mais sans doute uniquement les propriétaires du SUV ont voté en proportion. Écoutez, ils sont très nombreux dans ce cas-là. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On va jouer au Qui c'est qui l'a dit. Vous verrez, ce sera encore moins calme que maintenant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Bien, la cour de récréation s'est calmée, vous l'entendez. On est ensemble jusqu'à 19h. Il est 17h52. On est toujours avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Mathieu Hoc. On va jouer dans un instant avec vous. Luc, vous êtes toujours avec nous, Luc ? Toujours avec vous. Au 0826 300 300. Alors, je rappelle les règles. Avant, j'en profite, comme ça personne ne triche. Je vais poser plusieurs questions en vous donnant des citations de personnalités publiques tenues dans les médias, des propos tenus dans les médias. On va vous demander qui a dit ça. C'est vous qui répondez en premier, Luc. C'est seulement si vous vous trompez ou que vous n'avez pas la réponse que les vraies voix répondent à votre place. On est parti ? C'est un avantage. Top départ. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Donc c'est Luc qui répond en premier. Oui, mais toute personne qui triche est disqualifiée. Luc, qui c'est qui l'a dit? On n'a pas besoin d'un jour férié pour commémorer le 11 novembre. Ou alors, ça voudrait dire qu'on a 65 millions de Français au pied des monuments aux morts. Qui a pu dire ça? Je pense que c'est Monsieur Copé, peut-être. Oui, bravo. 2 points pour vous, mon cher. Il est fort. Mon cher Luc. On va pas avoir à répondre aux questions. Allez, on continue. Souvent, on a les réponses, mais on peut pas. On continue. Qui c'est qui l'a dit? Luc, l'ouverture à la concurrence est positive. C'est à la fois plus de trains et des billets moins chers. Monsieur, le directeur de la SNCF, Monsieur Faranjou, je crois. Non. Le ministre des Transports. Oui. Comment il s'appelle? Je me souviens jamais comment il s'appelle. Allez, je vous l'accorde. François Durovray. Oui, parce que j'ai du mal avec les nouveaux. Durovray. Ce qui fait donc 3 points pour Françoise. On continue. Luc, qui c'est qui l'a dit? Je suis climato-réaliste, je vois les faits, sous-entendu le climat. Je fais confiance aux scientifiques. Qui a pu dire ça? Madame Pannier-Runacher? Non. C'était sur Sud Radio. Ah mais oui, c'est Alizio, Franck Alizio, non? Oui, c'est Françoise Degois qui a 2 points. Parce que j'écoute Sud Radio, moi. Franck Alizio, Rassemblement National, député RN, invité de Benjamin Glaise sur Sud Radio. Exactement. On continue, Luc. Qui c'est qui l'a dit? Comment faire confiance à Bruno Retailleau? Il faut traquer les narcotrafiquants comme on traque les terroristes. Monsieur Bardella? Non. Marine Le Pen? Non. Éric Zemmour? Non. Marion Maréchal? Non. Chenu. Avec Sébastien Chenu. Effectivement, député Rassemblement National. Bon, Françoise écrase tout. Mais bon. On continue? Oui, on continue. Allez, Luc. Vas-y, Luc. Vas-y, mon gars. Qui c'est qui l'a dit? Quelle trace tu veux laisser dans l'histoire? Et quand est-ce qu'on se fait une bouffe? En s'adressant à Jean-Luc Mélenchon, Luc. T'adores. Écoutez, j'ai aucune idée là. C'est pas Françoise Degois. Et c'est pas Ruffin non plus. C'est Ruffin. C'est François Ruffin. Bon. Ah oui. Allez, on accorde le point à Philippe Bilger, quand même. Maintenant, je me tais, Jean-Marie. C'est pas grave. C'est pas grave. Une dernière question. Alors, Mathieu? J'avais Ruffin, j'attendais que l'auditeur réponde ou pas. Oui, tu l'avais Ruffin? Ouais, j'avais. Vous avez raison, Mathieu. Allez. Je suis trop poli, peut-être. Oui, vous êtes. C'est normal. Il faut que tu t'envoyouses un peu ici. Qui c'est qui l'a dit? Luc, la nation a besoin de retisser un lien de confiance avec les agriculteurs. Je retente Bardella? Non. Luc? Je posais la question à Luc, oui. C'est pas Annick Genevard. Si, c'est moi qui l'ai dit en premier. Oui, c'est encore Françoise Degois. Ne fais pas semblant. Donc le verdict, Luc, vous avez 2 points. Philippe Bilger, vous avez 2 points. Mathieu, bon, vous n'avez pas marqué, mais vous étiez trop poli. Allez, je vous en accorde 2, vous l'aviez. Ouais, c'est vrai. Françoise, vous avez donc 5 et 4, 9. Ben voilà. Bon, écoutez, pour une fois. Mais non, c'est toujours moi qui gagne. La gauche est arrivée en tête cette fois-ci. Elle arrive souvent en tête, c'est ça le problème. c'est pas vrai. Elle arrive très souvent. Non, mais elle
gagne très souvent. Je vous ai battu. Mais vous avez battu une fois, de temps en temps. Mais là, je vous laisse gagner. C'est la gentillesse de la droite. Est-ce qu'il vous irait jusqu'à dire, puisque vous avez gagné, qu'il faut nommer Lucie Castet vraie voix ou pas? Non, parce que Lucie Castet n'a jamais été ma tasse de thé et de tête, donc pas du tout. Non, mais si on pouvait nommer Olivier Faure ou Boris Vaolo, ça m'irait très bien. Luc est toujours avec nous. Merci à vous, Luc. Du plomb dans l'aile. Merci de cette belle émission. Mais écoutez, merci à vous. Surtout restez fidèles à Sud Radio. Et puis, reprenez la parole quand vous voulez au 0826 300 300. Vous qui êtes promoteur immobilier dans le Val-de-Marne. Allez, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants, juste après le journal de 18h. Alors, les Français doivent-ils travailler davantage? Ce sera notre coup de projecteur. Faut-il supprimer, pourquoi pas, un jour férié, augmenter le temps de travail, supprimer les 35 heures? Pareil, vous nous appelez 0826 300 300. Vous prenez la parole. Juste après le journal, on se retrouve avec les vraies voix. Témoignage depuis Valence. La colère retombe-t-elle après cette manifestation des sinistrés qui a réuni plus de 100 000 personnes ce week-end? On en parlera avec notre invité qui est sur place. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Jean-Marie Bordry. Allez, tout de suite, on retrouve les vraies voix. Deuxième heure des vraies voix sur Sud Radio pour ce 11 novembre. Philippe Bilger est toujours avec nous. Toujours. Françoise Degois est toujours avec nous. Toujours. Au garde à vous. Vous avez vu ça, oui. Pour 11 novembre. Oui, je fais le salut. Exactement. Et nous sommes avec Mathieu Hoc, le petit nouveau de cette bande des trois. Toujours là. Secrétaire général du think tank Le Millénaire. Est-ce que vous avez vu les magnifiques documentaires qui sont produits pour le 11 novembre et on redécouvre l'enfer des tranchées? J'ai regardé quelque chose là sur France Télé, c'est vraiment ahurissant en réalité, des lettres écrites par les soldats qui découvrent les tranchées. Tout le monde parle à feu au fusil, en fait toutes les campagnes de France se vident, tout le monde parle à feu au fusil et ils découvrent l'horreur. C'est vraiment se rappeler de ça, vraiment. Et ça quelle belle écriture dans ces lettres. Ah oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'était absolument. Non, mais c'est pour ça que si vous voulez lire quelque chose d'absolument somptueux, si vous ne l'avez pas encore lu, vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, lisez-le. Oui, il méritait le Goncourt et il l'a eu et c'est tout à fait sublime en fait. Et puis il faut se rappeler une chose aussi, regardez chaque monument aux morts de chacune de vos villes, même la plus petite, vous avez au moins une dizaine de morts dans le moindre patelin de 150 ou de 200 habitants, c'est-à-dire que toute une génération était complètement fauchée, décimée par cette grande guerre. On en reparlera. C'est un jour férié. Précisément, c'est au programme aujourd'hui. Est-ce que les Français devraient travailler davantage? Faut-il ou non supprimer un jour, pas nécessairement celui-ci, férié, ou alors augmenter le temps de travail hebdomadaire? On en parlera dans le coup de projecteur des vraies voix. Dans quelques minutes, on ira à Valence. Quelle situation? La colère retombe-t-elle? C'est ce que nous dira notre invité qui est sur place après les manifestations monstres de contestation du gouvernement provincial. C'était ce week-end. Mais avant ça, je vous propose d'écouter le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. C'est Dominique qui nous appelait du Luberon. Oui, bonsoir Sud Radio, je m'appelle Dominique, je suis dans le Luberon. Je pense qu'il y a des mesures que l'on doit prendre telles face à une guerre, à savoir par exemple rémunérer la délation, c'est-à-dire que quelqu'un qui ferait partie du trafic de drogue et qui viendrait dénoncer ceux qui sont à ses côtés, non seulement aurait l'immunité, mais en plus toucherait une somme importante. On sait aujourd'hui, par exemple, que le trafic de drogue, la drogue en elle-même coûte environ 10 milliards en coûts de santé et en dépréciation du PIB en France, 10 milliards. Donc on a les moyens aujourd'hui de faire un choix, il faudrait rémunérer la délation. Oui, en tout cas, rémunérer les repentis du trafic de drogue. Il y a déjà des dispositions dans le code qui permettent de récompenser par la réduction de peine ceux qui dénoncent les groupes criminels auxquels ils participent. On peut d'ailleurs, Bruno Retailleau souhaite renforcer ces dispositions. La Luc parle presque de donner des récompenses. Absolument. Bon. Mais après tout, pourquoi pas, hein. Moi, je serais prêt à sacrifier les puretés accessoires au bénéfice des gains principaux. Et par conséquent, si ça démantèle, moi je suis très favorable à tout ça. Oui, moi aussi. Je pense qu'il faut regarder ce qu'ont fait les Italiens. Et vraiment, le statut de repenti existe. L'Italie n'hésite pas à saisir les biens de la mafia. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec les policiers italiens, d'ailleurs, qui sont toujours les plus heureux quand ils sont nommés de la Guardia di Finanza à rouler en Lamborghini ou à rouler en Ferrari.
flics, je vous assure que vous en voyez passer parfois à Rome. Avec vous leur dites, prise de guerre. c'est les voitures des flics. Oui, absolument. Ils sont très fiers parce que c'est saisi au baron, au caïd. Moi, je trouve ça tout moyen. Je ne sais pas si c'est une mesure qui serait efficace par rapport au narcotrafic actuel. Cette mesure-là, pour moi, elle est efficace que si vous faites face à des narcotrafiquants et un réseau ou 2 réseaux, 3 réseaux qui sont unifiés. Et là, effectivement, c'est intéressant d'utiliser des repentis pour pouvoir démanteler facilement un réseau. La différence avec le narcotrafic en France, c'est que le réseau n'est pas unifié. On est sur un réseau qui est complètement éclaté. Exactement, on n'est pas sur la mafia italienne. Ça n'a rien à voir. On est sur un réseau qui est éclaté. On le voit. Je peux prendre l'exemple, la citation du Criminal Global Index, qui est justement un institut qui travaille sur cette question-là, qui nous dit la criminalité organisée en France est un réseau très étendu qui effectivement prospère sur la très forte consommation de trafic de drogue. On est les premiers consommateurs de cannabis, on est les premiers consommateurs en Europe, on est les premiers les troisièmes de cocaïne et les 6e d'héroïne. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il y a un fort niveau de consommation qui explique l'importance des réseaux. Mais les réseaux ne sont pas des réseaux unifiés, ce sont des réseaux qui sont effectivement beaucoup plus étalés sur le territoire, avec justement cette problématique plus disparate pour vous territoires perdus de la République. C'est ça le problème. Ça n'est absolument pas vrai. Françoise Degois, on n'est pas sur l'Italie. Mais bien sûr que d'abord il faut parler de ce que vous connaissez. L'Italie n'est pas. Soyez pas mais il n'y a pas que Cosa Nostra. En Italie, il y a la Ndrangheta. Vous avez 5 ou 6 mafias en Italie. Vous avez non, mais je dis ça. Vous racontez, vous dites qu'il y a 5 mafias en Italie. C'est absolument. Elles sont très centralisées. Il y a 5 mafias trafiquants de drogue en France. Mais non, mais bien sûr, mais absolument. Vous avez le réseau des Algériens. Vous avez 2 ou 3 réseaux qui sont spécialisés dans les réseaux de drogue. Est-ce que vous savez comment fonctionne le statut Pourquoi à un moment donné quelqu'un va se repentir? Pourquoi est-ce que Buscetta est allé se repentir dans le bureau de Falcone? Buscetta, Tommaso. Pourquoi il y est allé? Il y est allé parce qu'à un moment donné, la coupole assassine une partie de sa famille. C'est-à-dire que vous jouez sur la. C'était quoi? La coupole, c'est Cosa Nostra. C'est l'institution qui centralise. C'est le capo di tutti. Qui se centralisait la mafia sicilienne. Ce que disait Mathieu, c'était que les réseaux comme la DZ Mafia française sont moins centralisés. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pas vrai, ça ne veut pas dire que ça n'a rien à voir. Bien sûr que les réseaux, la mafia algérienne qui gère et qui domine le narcotrafic est organisée. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas une association de type mafieux. Mais bien sûr que si, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des règlements de compte entre réseaux, c'est là que rentrent les juges anti-trafic. C'est là qu'ils rentrent. Mais ce ne sont pas des petits réseaux. Chers amis, c'est ce que nous dit le rapport. Mais Mathieu, ça ne serait pas inutile tout de même. Oui, mais c'est moins efficace. C'est ce que je dis. Moi, je pense qu'il faut aller plutôt sur ce que propose Bruno Retailleau, c'est-à-dire justement reprendre le contrôle des territoires perdus de la République. Non, mais Retailleau, il veut un statut de repenti. Des quartiers, etc. Il veut les deux. C'est pas vrai. Bruno Retailleau. Vous ne serez pas d'accord. Moi, je reprends le contrôle de ce studio perdu de la République. Pour le repenti. Écoutez, vous allez vous repentir. Vous allez me repentir. D'ailleurs, je me demande si vous n'avez pas des choses à avouer, vous, un peu. Un jour, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver dans quelques instants pour une autre actualité quand même dramatique. Direction, toujours sur la Méditerranée, mais cette fois-ci à Valence, en Espagne. La colère. Est-ce que la colère des sinistrés retombe? C'est ce que va nous dire notre invité dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Nous sommes ensemble, pardonnez-moi, j'étais trop pressé. Faux départ. Nous sommes donc ensemble, je le redis 3 fois pour être sûr de bien le dire, jusqu'à 19h avec Françoise Degois, Philippe Bilger et Mathieu Hoc. Clément Barga nous rejoint en studio. Tout de suite, direction Valence. Tout de suite, direction. Les vraies voix Sud Radio. Direction donc Valence avec notre invité Flavien Beninlio. Bonjour. Oui, bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Bonsoir, vous avez raison d'ailleurs, la nuit tombe un peu partout, même à Valence ou dans le studio de Sud Radio. Vous êtes journaliste indépendant, vous êtes installé à Valence. Avec vous, on va revenir sur la situation. La colère retombe-t-elle sur place? On en parle notamment avec Clément Barguin. Mon cher Clément, c'est l'image du week-end, je le disais, cette marée humaine à Valence pour dénoncer la gestion de crise par la classe politique, la gestion des inondations meurtrières qui ont fait, on le rappelle, au moins 220 morts
morts en Espagne. Oui, près de 130 000 personnes ont défilé dans les rues de Valence samedi. Manifestation historique qui a particulièrement visé le président de la région de Valence, Carlos Mazón, mais aussi le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez. Les deux hommes sont accusés par les manifestants d'avoir sous-estimé les risques, mal coordonné les secours, avec ce slogan qui est devenu le cri de ralliement des manifestants. Seul le peuple sauve le peuple. L'Espagne, on le rappelle, est un pays très décentralisé. La gestion des catastrophes relève de la responsabilité des administrations régionales, mais le gouvernement central, chargé notamment d'émettre les alertes via l'agence de l'état de météorologie, peut prendre la main dans des cas extrêmes. Le temps du débat politique viendra après celui de la reconstruction. Voilà ce que déclare aujourd'hui le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui annonce l'adoption d'un nouveau paquet de mesures de soutien pour les sinistrés, 3,8 milliards d'euros qui s'ajoutent aux 10,5 milliards déjà annoncés la semaine dernière. Alors Flavien Benin-Liot, est-ce que ces annonces massives du gouvernement central sont de nature à faire redescendre la tension, redescendre la colère ? Alors, je ne pense pas que la colère va redescendre de sitôt. Effectivement, je pense qu'on est sur le début d'une séquence qui va durer. Les Espagnols et notamment les Valenciens sont très remontés contre la classe politique en général et plus particulièrement contre le pouvoir local. Il faut rappeler que les régions autonomes ici ont plus de pouvoir que chez nous en France. Et donc, les présidents et présidentes de région sont des personnalités politiques de premier plan et la population les connaît très bien et en viennent très vite à leur en vouloir puisqu'ils savent qu'ils ont des pouvoirs, notamment sur leur quotidien et notamment sur la séquence de la TANA qui s'est produite. Les Espagnols savent que Carlos Mazón a sa part de responsabilité. Je pense que quelle la seule responsabilité concrète, c'est quoi le reproche concret qui est adressé à la classe politique? Parce que je vois qu'en plus tout le personnel pêle-mêle a été visé, quelles que soient d'ailleurs ses responsabilités directes. Quels sont les reproches concrets? Les reproches sont les suivants. C'est tout d'abord l'alerte qui a été donnée trop tardivement, puisque Carlos Mazón était le seul, du moins en tout cas officiellement, à pouvoir appuyer sur le bouton, c'est-à-dire alerter la population en amont de la catastrophe qui s'annonçait, puisque les services météorologiques et un service également indépendant qui s'occupe de la gestion des crues avait alerté plusieurs fois dans la journée la région qu'il y avait un risque pour les populations en fin de journée. Apparemment, cette alerte a été lancée, puis le service de gestion hydraulique s'est ravisé. C'est comme ça que le président de la région se défend aujourd'hui. Et ce matin, il a encore annoncé qu'il ne démissionnerait pas, enfin du moins son entourage a annoncé qu'il ne démissionnerait pas. C'est évidemment une des raisons qui pourrait faire baisser la contestation, puisque les personnes ont réclamé sa démission lors de la manifestation largement, en tout cas ce samedi. Et donc cette hypothèse est écartée pour l'instant et il s'expliquera jeudi au Parlement valencien concernant les suites politiques de cette affaire. Question pour vous de Philippe Bilger. Au-delà de la responsabilité qui semble tout de même assez écrasante de ce président de région, j'ai été frappé par le slogan seul le peuple peut sauver le peuple. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de plus profond qui montre en Espagne ou peut-être même ailleurs, mais vous êtes témoin de ce qui se passe là-bas, une défiance absolue maintenant à l'égard du politique, puisque même dans les tragédies les pires, c'est le peuple qui invoque son rôle de sauvegarde? Oui, alors déjà, les Espagnols sont habitués à la guerre politique, par exemple, entre les deux partis de gauche, entre le parti de gauche historique et le parti de droite historique, le PP et le PSOE. Ils connaissent le fonctionnement de leurs politiciens et de leur politique. Ils savent qu'il y a une priorité sur l'ego, sur leur propre personnalité, et que finalement, ils se sentent, eux, délaissés. Alors, habituellement, il n'y a pas de conséquences aussi graves que celles produites il y a 10 jours,
mais on va dire que ça a été une sorte de goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et aujourd'hui la population crie. Les Espagnols sont plus compliqués à faire descendre dans la rue, contrairement aux Français. Alors quand ils sortent dans la rue, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, le nombre de personnes présentes samedi soir est un réel tournant, je pense, dans la politique, en tout cas dans la contestation populaire ici en Espagne. Est-ce que j'ai une question, j'ai été très frappé par les images de solidarité avec tout un quartier qui pousse en même temps pour déblayer la boue. Est-ce que ça continue et est-ce que vous pensez véritablement que le président de région, moi je ne vois pas qu'il puisse se maintenir, même s'il dit il se maintient jusqu'au moment où il démissionne, est-ce que c'est donc une crise ouverte et qui atteindra inévitablement, même si c'est déjà d'ailleurs le cas, Pedro Sanchez? Flavien Benalio. Oui, alors moi j'ai été sur le terrain quasiment tous les jours depuis le début, parce que j'ai couvert la situation pour d'autres médias. Effectivement, il y a un pont d'ailleurs qui va être renommé pont de la solidarité, puisqu'il relie la ville de Valence avec un autre quartier de Valence qui a été très impacté, et puis le reste des communes qui ont été également impactées. Et donc il y a eu un afflux massif de milliers de personnes de tout âge, beaucoup de jeunes aussi, puisque les jeunes étaient disponibles parce qu'ils sont plus en forme, et ils n'ont plus de cours parce que les universités étaient fermées, les collèges, les lycées, etc. Donc il y a eu vraiment une solidarité incroyable, et ça on peut le reconnaître, et on se demande d'ailleurs comment la situation serait à l'heure actuelle s'il n'y avait pas eu cette solidarité, puisque le manque criant de matériel, d'humains, de secours est apparu dans les premiers jours. Ça m'amène à cette dernière question, c'est la plus dure à poser. Combien il reste de disparus à ce stade? Je l'ai dit, il y a au moins 220 morts au terme de ces inondations. Est-ce qu'on sait combien de personnes encore on recherche dans les décombres? Alors, il y a effectivement là au dernier bilan 222 morts confirmés et encore au moins une soixantaine de disparus. Il faut savoir que on estime qu'il pourrait y avoir des corps qui ont été ramenés vers la mer, et notamment vers le secteur de l'Albufera. C'est là où sont les rizières de Valence, là où est cultivé le riz de la paella de Valence. Et donc la mairie de Valence est en train d'essayer de faire baisser le niveau de l'eau pour aider les secours à sonder le fond de cet étang, où on estime qu'il pourrait y avoir des corps qui ont été transférés dans cette zone. C'est dire l'étendue du désastre. En tout cas, on en reparlera avec vous avec plaisir. Merci beaucoup. C'est très clair, merci d'être intervenu depuis Valence. Flavien Benalio, journaliste indépendant installé à Valence, généralité ô combien endeuillée par ces inondations absolument catastrophiques dont on espère qu'elles n'en annoncent pas d'autres. Malgré tout, on peut craindre que ça n'arrive encore ailleurs. Quoi qu'il en soit, restez avec nous. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec nos vraies voix et leur propre tour de table de l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Jean-Marie Bordry. Jusqu'à 19h, les vraies voix du 11 novembre. Philippe Bilger, Françoise Degois et Mathieu Hoc. Dans quelques minutes, les Français. Les poilus, c'est nous. Écoutez, si vous voulez, je ne me serais pas permis, Françoise. Mais écoutez, je vous aurais plutôt qualifié de grognarde, si je peux me permettre. Si on doit rester dans son lexical. J'aurais adoré grognarde de Napoléon. Exactement. Je vous aurais pas cru bonapartiste pourtant. Mais bon, si je suis bonapartiste, mais pas napoléonienne. Bon, écoutez, ce sera dit. Comme tout le monde. Dans quelques minutes, devons-nous travailler davantage? C'est la question que nous poserons à François Omril, notre invité de la CFE-CGC, pour le coup de projecteur des vraies voix. Mais tout de suite, le tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et à tout seigneur, tout honneur, Philippe Bilger. Alors, il paraît qu'entre les parlementaires et les ministres, une politique s'est mise en branle et qui ne doit pas être très originale tout de même dans le monde politique. C'est ce que le Parisien a appelé la politique du coup de fourchette. Dans la mesure où les relations ne sont pas bonnes dans le groupe central majoritaire, on multiplie les déjeuners, les dîners, et apparemment c'est une méthode
méthode qui est la seule pour l'instant qui peut réconcilier des antagonismes subtils ou ostentatoires. Et on constate également très clairement le spleen du groupe macroniste, le fait que Wauquiez et Attal font tout ce qu'ils peuvent pour créer le plus de nuisances au Premier ministre, dès que ce politique de coup de fourchette pour apparaître gustative renvoie à des problématiques politiques bien plus profondes. C'est moi où les patrons des groupes centrales d'une part et républicains de l'autre part n'ont pas envie que Michel Barnier réussisse? On en a l'impression, Jean-Marie, parce que, et d'ailleurs, elles n'ont pas besoin de ne pas le souhaiter. Il a déjà assez de mal lui-même à parvenir aux objectifs qu'il s'est fixés. Ils n'ont pas envie que ça réussisse, en même temps ils veulent que ça réussisse parce qu'ils ne veulent pas que ça tombe tout de suite, parce qu'il faut préparer la dissolution qui pourrait arriver, mais en même temps, si ça tombe, ils savent que le mystérie revient à la gauche et notamment à la social-démocratie, donc tout le monde nage dans une espèce de patouille. Bon, on verra combien de temps ça tient. Personne ne veut de miracle politique, en tout cas, avec Michel Barnier. Personne, en tout cas, ne veut. Et puis, de toute façon, il ne peut pas y en avoir. Et puis, par ailleurs, il ne peut pas y en avoir. Et Gabriel Attal, regarde de quel côté du manche ça va tomber, évidemment. Oui, non, je pense que la difficulté qu'ont ces partis-là, c'est qu'ils sont devenus aujourd'hui, à la faveur des élections législatives, à la fois solidaires, mais concurrents. Solidaires parce que si il y a une nouvelle dissolution dans quelques mois et que le bloc central continue sur la trajectoire qu'il est actuellement d'un point de vue électoral, c'est-à-dire sur un rétrécissement effectivement au profit de l'union de la gauche et de l'union de la droite, donc de Éric Ciotti et de Jordan Bardella. Voire du Modem, donc, effectivement. Oui, si vous comptez effectivement le Modem dans la gauche, quoi. Ouais. Effectivement, vous allez avoir peut-être une problématique pour ces partis-là. Mais ils sont aussi concurrents parce qu'ils préparent également l'élection présidentielle chacun. Mais il faut quand même rappeler qu'ils sont avant tout d'abord solidaires. S'ils perdent, ils perdront tous ensemble. Bon, mais on continue le tour de table en tout cas, et alors que Michel Barnier a du mal à avoir le soutien de Gabriel Attal, miracle, Emmanuel Macron a suite Françoise de Gaulle. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est votre tour de table. C'est pas tout à fait le même niveau et la même échelle. Je ne suis pas à l'échelle ni d'Emmanuel Macron ni de Gabriel Attal, mais je dois dire que j'ai été extrêmement rasséréné hier d'apprendre, c'est une radio concurrente qui a eu cette information confirmée par Le Figaro, que Emmanuel Macron se rendrait bien au match de foot jeudi soir France-Israël. Et je suis très heureuse de cette décision d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, parce que je le trouve impeccable, d'ailleurs comme François Hollande dans la séquence, je les trouve impeccables sur les réactions d'Amsterdam. Ils n'ont pas essayé de faire 1 minute pour les Juifs, 1 minute pour Hitler, ils n'ont pas essayé de mélanger les méchants supporters et ils ont pas lié ça, ils ont dit simplement on ne chasse pas des Juifs dans les rues dans une capitale européenne. Ça n'est pas possible de faire cela. Et j'ai trouvé Macron, il avait été à mon avis un peu erratique ces derniers temps, je l'ai trouvé extrêmement clair sur Amsterdam. Je pense qu'il a qui prend conscience aussi du danger de l'explosion que ça peut être également en France, bien sûr, et le fait qu'il aille voir ce match le lendemain en plus de la visite vraiment scandaleuse de mon point de vue du ministre d'extrême droite israélien à l'invitation du Beta. Enfin, c'est complètement délirant. Vous aurez une manifestation de soutien à Israël au Trocadéro la veille du match. On a le droit de faire des manifestations du Beta, qui est une organisation juive d'extrême droite. Voilà, je suis pour qu'on fasse toutes les manifestations de soutien, que ce soit pour Israël bien sûr, ou que ce soit pour la Palestine. Mais on vire, effectivement, on vire tout ce qui ne va pas de ces manifestations-là. Le Bétar, ça va pas. La Ligue de défense juive, ça ne va pas. Pas plus que ne vont les amis du Hamas dans les manifestations pro-palestiniennes. Une question quand même, parce que vous parliez de ce match, j'aimerais y revenir. Vous saluiez Emmanuel Macron. Ouais. Mais le gouvernement israélien déconseille ses concitoyens. Non mais c'est normal. Mais écoutez, moi, Jean-Marie, c'est tout à fait normal. Personne n'a été capable d'assurer la sécurité. On ne sait même pas d'ailleurs les gens qui sont à Amsterdam. On ne sait même pas d'ailleurs les gens qui sont tabassés, si ce sont les supporters en question. Enfin, je veux bien qu'on s'amuse à lier tout. La réalité, on a chassé des juifs dans les rues d'Amsterdam, point barre, quel que soit. Et rien ne prouve que les victimes étaient juifs d'ailleurs. Oui, mais quel que soit en plus de ça, ils sont débiles, les supporters du Maccabi. On le sait tous que ce sont des ultras. Ils sont affreux comme tous les ultras de la Lazio. Et ils ont entonné des chants racistes. Bien sûr, mais rien ne peut justifier. Et donc, vraiment, j'entends ce que dit le gouvernement israélien. Effectivement, je serais supportrice israélienne, je ne mettrai pas un petit doigt là-dedans. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et pourtant, mais c'est bien que Retailleau ait maintenu le match. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Et pourtant, on a un gouvernement qui, en tout cas,
prend ses responsabilités, ne reculera pas face à la haine, effectivement, et face à l'antisémitisme, et maintient le match. Et je pense que c'est important, et donc je m'associe à ce que vous disiez à l'instant, c'est important que le président de la République soit là, lui qui n'a pas participé à la marche contre l'antisémitisme, etc. Ça lui a été beaucoup reproché par des intellectuels ou des personnalités de la communauté juive, on peut le penser. Et donc, effectivement, il cherche à renouer avec la communauté, et il aurait raison de le faire, parce que, pour le coup, ces dernières déclarations sur le conflit israélo-palestinien ne vont absolument pas dans le bon sens. Vous parliez d'un ministre israélien qui compte assister à ce rassemblement à l'appel du Bétar mercredi avec du match. Il s'agit de Bezalel Smotrich, qui est un ministre ultra du gouvernement, non moins ultra. Mais c'est les deux, c'est les deux d'Afro-Jojo. Vous avez Ben-Gvir et vous avez lui. Bellatar, heureusement, ne l'a pas conseillé. Là, il ne lui a pas dit que les banlieues allaient exploser. Mais je ne mettrai pas sur le même plan les manifestations pour le Hamas et celles pour Israël, même organisées par des extrémistes. Ils en entendent tellement depuis plusieurs semaines. Je suis d'accord, oui. Moi, je suis absolument. De réagir. Oui, moi, je ne fais pas du tout. Je fais pas du tout un balancier pareil. Évidemment, moi, je ne mets jamais sur le même plan. Évidemment, vous me connaissez depuis longtemps. Je pense simplement que il ne faut pas. Je pense que la manifestation avec la venue de Smotrich est une erreur au Trocadéro. C'est une véritable erreur. Je comprends pourquoi on le fait en réaction à, mais je pense que c'est une erreur profonde. Par contre, que Emmanuel Macron corrige ses dernières déclarations qui sont, je le redis, totalement erratiques sur le Proche-Orient, qui montrent surtout qu'il ne comprend pas grand-chose, en fait, c'est ce que je crois, moi, eh bien, qu'il aille vraiment à ce match, c'est très fort de sa part. Vraiment, eh bien, c'est pas simplement pour faire un clin d'œil, un cadeau et se réconcilier avec la communauté juive. Je pense que c'est pour la communauté nationale. On ne peut pas. Ça, c'est quelque chose de fracturant. Quand vous faites la liste des déclarations ce week-end, vraiment, et pourtant c'est mon camp, mais des députés. Vous parlez de la gauche. Non, la gauche, non, mais de la France insoumise. De la France insoumise. Voilà. Et vous avez quand même Sandrine Rousseau que tout le monde critique toujours à cette table. Elle sauve l'honneur de la gauche samedi soir. Je rappelle le tweet qui a fait scandale, cette députée insoumise Guy-Lévienne, qui parlait des supporters israéliens à Amsterdam. Je la cite, ces gens-là n'ont pas été lynchés parce que juifs, ils ont été lynchés parce qu'ils sont racistes et soutiennent un génocide. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Et Sandrine Rousseau, que tout le monde critique, comme toujours depuis le 7 octobre, elle est impeccable. Sandrine, mais bien sûr, sur cette question, elle est impeccable. Elle a dit, voilà, on ne chasse pas, on ne pourchasse pas les juifs dans les rues. Elle a eu le même discours. Donc restons ensemble sur Sud Radio, quoi qu'il en soit, on terminera sur ce mot de sagesse. Après tout, on se retrouve dans un instant. Notre débat, je le rappelle, le coup de projecteur des vraies voix. Les Français doivent-ils travailler davantage? Question qu'il fallait poser un 11 novembre. Beaucoup déjà. Eh bien, vous le direz dans un instant avec notre invité. À tout de suite. Oh, ça y est, ça recommence. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue à tous sur Sud Radio, il est 18h42. Les Français devraient-ils travailler davantage? Ce sera le cours de projecteur des vraies voix. Un soir de 11 novembre, Philippe Bilger et Françoise Degois ont fourbi leurs armes. On va accueillir notre invité. J'ai des chiffres, monsieur, j'ai des chiffres, moi. Et nous allons accueillir notre invité qui en a beaucoup aussi dans quelques instants. François Omril, secrétaire général de la CFE-CGC. Bonsoir à vous, François Omril. Tout de suite, place au coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le problème français est très simple. On ne travaille pas assez. On n'a pas besoin d'un jour férié pour commémorer. Josie, c'est comment travailler? En réalité, il me semble que le jour férié, c'est une manière de faire des économies. Parce que je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je ne sais pas. On ne travaille pas assez dans la semaine. Bref, j'ai eu un job. On ne travaille pas assez dans la vie. Ils m'ont dit que je ferais tout et rien. Je me suis rendu compte que je faisais tout, et eux, ils faisaient rien. On ne travaille pas assez dans le service public. J'ai tout jeté, j'ai dit, je pars. En partant, je leur ai dit d'aller bien se faire foutre. Au revoir. On ne travaille pas assez. Eh bien, merci à notre réalisateur Julien Delmas, qui lui travaille beaucoup, comme vous pouvez le constater en écoutant Sud Radio. Bonsoir François Omril. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Sur Sud Radio, on vous entend très bien, secrétaire général de la CFE-CGC. Dites-moi, quand vous entendez Nicolas Sarkozy expliquer que les Français ne travaillent pas assez, vous avez l'impression de revenir vers le passé? Oui, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce genre de sortie. Je les trouve totalement décalés, en fait, parce que tout ça sont des réponses, des mauvaises réponses à une vraie question, à une vraie problématique. J'ai envie de le prendre au mot, finalement, et de me mettre à la place de quelqu'un qui fait du temps partiel non choisi,
imposés, qui travaillent 20 heures par semaine et qui aimeraient bien travailler au moins 35, qui travaillent 2 heures le matin, 2 heures le soir, etc. Ces gens-là, ils pourraient répondre à Nicolas Sarkozy. Mais moi, j'aimerais bien travailler plus, en fait, mais c'est pas trop possible. Je voudrais vous répondre de la part de quelqu'un qui ne trouve pas un travail ou qui l'a perdu, qui aimerait bien retravailler, mais que c'est pas si facile que ça, en fait. Et quel que soit l'âge et les qualifications, il y a eu, comme vous le savez, un énorme plan social dans le groupe Casino, des responsables de services, des directeurs de magasins qui aujourd'hui sont sur le marché de l'emploi et qui peut-être aimeraient bien travailler plus et ils n'y arrivent pas. Donc en fait, ça c'est une très mauvaise réponse à une vraie question. La question, elle est que en France, on a un problème de productivité parce que depuis des années, on subventionne le travail déqualifié. Là où il aurait fallu subventionner le travail qualifié, éviter la fuite des cerveaux, là encore, excusez-moi, puis je vais m'arrêter là. On a un vrai problème en France, c'est les gens qui ont un haut niveau d'études, qui ont une grosse qualification et qui ne trouvent pas de travail en France. Nicolas Sarkozy parle de la fonction publique, il pourrait parler du CNRS. Aujourd'hui, il n'y a pas de poste. La France est à 2,2% du PIB en recherche, là où l'Allemagne est à 3,5%, la Corée du Sud à 4,5%. Mais qui a fait ce désastre? Sinon des gens comme Nicolas Sarkozy et ceux qui l'ont suivi, François Hollande, Emmanuel Macron, qui n'ont pas investi les moyens nécessaires dans la recherche publique pour pouvoir tirer vers le haut l'économie et les emplois. Philippe Bilger. Monsieur le secrétaire général. Président, je crois d'ailleurs, pardon. Je crois que ma langue a fourché. Président de la CFE-CGC, c'est ça, François? Monsieur le Président, alors. Mon approche totalement conservatrice aurait dû me conduire à être totalement d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Sarkozy, mais comme j'attache du prix à votre opinion et que vous cherchez à démontrer qu'en réalité, les gens ne décident pas de ne pas travailler par une sorte de paresse structurelle, mais tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas trouver le travail qui leur convient et dans les conditions qu'ils souhaitent. Est-ce que vous ne croyez pas tout de même qu'il y a un rapport au travail aujourd'hui de la part de certains citoyens qui s'est complètement modifié et qu'au fond, une société d'un loisir espéré ne s'est pas substituée à l'ancien monde où le travail était une valeur suprême? François Omril. Alors, je suis d'accord avec vous. Je partage tout à fait cette analyse, mais je crois ne pas être le seul. Il me semble que c'est un point de vue assez partagé. On est confronté à deux choses, en fait. Un désattachement à l'entreprise. Ça, c'est très facilement objectivable, mais aussi on peut l'expliquer. Depuis, on va dire une trentaine d'années, voire même un peu plus, dans les entreprises, il y a eu un discours répandu vis-à-vis des salariés qui était de dire ne vous attachez pas à l'entreprise parce que à tout moment on pourrait avoir à se séparer de vous. Donc il y a ce discours rampant qui s'est développé un peu partout et d'une certaine façon par réflexe, les gens ils se sont dit pourquoi m'investir finalement? Pourquoi m'investir si ma situation est à ce point précaire que du jour au lendemain on peut se séparer de moi dans un plan social, peu importe les conditions. Mais finalement il y a cette chose-là. Et puis après, vous avez raison, il y a aussi un phénomène beaucoup plus récent qui est cette difficulté qu'il y a, et moi je pense que c'est un problème, mais là encore, ce problème, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute de façon rationnelle, sans stigmatiser personne, mais il y a une problématique d'entrée dans le travail, d'approche de la carrière en fait. On voit bien, les générations se succèdent et n'ont pas la même approche de l'investissement dans le travail. Et donc, c'est probablement lié avec des enjeux. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je peux comprendre aujourd'hui qu'un jeune diplômé de 25 ans, de 28 ans, rechigne à rentrer dans tel ou tel secteur parce qu'il va se dire, mais évidemment, pourquoi faire? Pourquoi faire? Les grands enjeux aujourd'hui, c'est la transition climatique, c'est le réchauffement, c'est la biodiversité et
en quoi ce qu'on va me demander de faire avec mon niveau de qualification va pouvoir construire une société dans laquelle demain on va se sentir mieux. Je pense que ce problème-là aujourd'hui a été très sous-estimé et il est devant nous. Je suis d'accord avec ce que vous dites, François Omril, absolument. C'est-à-dire que les aspirations de la nouvelle génération ne sont pas les mêmes. C'est pas pour ça que c'est des feignasses. Moi, je ne crois pas du tout. Ils ont une conscience, mais d'abord, le travail n'a pas la même valeur. Cette génération, elle estime qu'elle peut créer d'autres valeurs dans ce qu'on appelle le temps libéré. Vraiment, il va falloir explorer et sortir même de nos schémas. Moi, ma génération à moi, journaliste, on bossait comme des dingues, on n'a jamais réussi à prendre nos RTT. Je pense, et moi, la génération qui arrive, je vois mes filleuls, les mômes me regardent en disant, mais nous, c'est pas ce qu'on veut, parce que quelle valeur ça crée? Il faut créer des valeurs dans le temps libéré. Vous trouvez plus facilement du travail dans votre profession. Non, mais je termine parce qu'ils sont très engagés. Vous avez raison, on pense que c'est du folklore, mais la réalité, si vous voulez, de climatique, etc., c'est quelque chose qui est très prégnant dans cette génération. Donc, moi, je ne leur jette pas la pierre, je les écoute. Et j'écoute ce qu'ils veulent, eux, de la société. Ils sont plutôt, d'ailleurs, dans les véhicules partagés. Ils sont plutôt, d'ailleurs, pas forcément l'accession à la propriété. C'est une mutation, il faut l'entendre. Et d'ailleurs, certains pays l'entendent. Je rappelle que la Nouvelle-Zélande a testé avec succès la semaine de 4 jours et que ça marche vachement bien. Dernier point, François Omril. Je voudrais en terminer avec les idées reçues que vous n'émettez pas, et c'est pour ça que je vous aime beaucoup comme leader syndical. Non, ça n'est pas vrai que la France travaille moins. La France travaille 36 heures en moyenne hebdomadaire, beaucoup plus que l'Allemagne qui est à 34 heures, beaucoup moins, il est vrai, que les Pays-Bas. La France a seulement 11 jours fériés. Vous avez des pays qui en ont beaucoup plus, notamment l'Italie, l'Espagne, Malte, l'Italie, etc. Donc, ce truc délirant qui consiste à dire que 1, on est des feignasses, 2, les jeunes veulent plus rien foutre, et 3, on fait rien, c'est faux. Voilà. Mathieu Hoc. C'est pas vrai ce que vous venez de dire, c'est pas vrai. Il faut prendre quelques chiffres. Eurostat. Non, ce qui est important à dire déjà, c'est... Vous pouvez pas dire c'est pas vrai, c'est Eurostat. Je vais illustrer. La première chose qu'il y a à dire, c'est que quand on prend les propos de Nicolas Sarkozy, il ne dit pas les Français ne travaillent pas assez, ou c'est pas un discours culpabilisant. C'est de la même façon que l'écologie punitive ne doit pas être un discours culpabilisant. Non, le point, c'est de dire en termes de société, c'est la vision de la société que l'on veut. La vision de la société que l'on veut aujourd'hui, notamment en France, on voit les chiffres notamment, les Français travaillent 42 milliards d'heures par an. Non, mais prends les chiffres Eurostat. Moi, je te donne les chiffres Eurostat. 42 milliards. Donne-moi. Le Royaume-Uni qui a une population qui est équivalente, 54 milliards. Pourquoi? Non, mais on va... François, moi, j'en ai marre. Si on parle de valeur hebdomadaire, ça veut rien dire, la valeur hebdomadaire. Eurostat, c'est des débiles qui veulent rien dire. Ça ne veut rien dire. Et c'est déjà assez complexe. Et là, ça vaut pour les deux. Il faut expliquer pourquoi. Au moins une personne à la fois, sinon on comprendra rien. Il faut expliquer pourquoi. La France travaille moins à l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement un travail hebdomadaire qui est moins important, que les gens travaillent moins longtemps sur une carrière. Parce que le taux de départ, l'âge de départ réel effectif à la retraite est de 63,3 ans en France, donc c'est plus que l'âge avant la réforme des retraites. Et alors qu'en Allemagne ou en Italie, c'est plutôt à 65 ans, autour de ces eaux-là. Ensuite, après, il y a un troisième problème dont on ne parle pas suffisamment sur cette question du temps de travail, c'est qu'il y a beaucoup de chômage en France. Plus qu'en Allemagne. Non, donc à partir de là, c'est pour ça qu'on est à nouveau dans la moyenne. Non, on est à 7,5. Donc on n'est pas au niveau de l'Allemagne. Donc ensuite après, non mais regardez les chiffres. Ensuite après, donc vous avez des trucs comme ça. C'est factuel. Donc à un moment donné, il faut voir le nombre le volume d'heures travaillées aujourd'hui par les Français. Ensuite après, il faut regarder secteur par secteur, parce que ce qu'a raison de dire Monsieur le Président, c'est que ça dépend des secteurs. Les salariés du secteur privé, c'est à peu près kiff-kiff. Le salarié de la fonction publique, c'est pas vrai. Les fonctionnaires français travaillent en général un peu moins que les fonctionnaires allemands, 1600 heures à l'année par personne contre 1800 en Allemagne en règle générale. Donc il y a et par contre au niveau des artisans, des agriculteurs, etc. Les gens travaillent, les avocats, les médecins, etc. travaillent. Il y a des grandes disparités. Plus. Exactement. Et donc ensuite la question qui se pose, c'est combien d'heures on travaille aujourd'hui en France? Et comme ça, c'est parce que ça donne la question de la production de richesse que crée le pays. Parce qu'aujourd'hui, la France et je terminerai dessus, la France produit moins de richesse par habitant que le Royaume-Uni,
que l'Allemagne ou que les États-Unis. Je prends un exemple. En 1980, on avait $10,000. Le PIB par habitant de la France était $10,000. C'était au même niveau que les États-Unis. C'était au même niveau que l'Allemagne. Or, aujourd'hui, le PIB par habitant de la France est de 48 000, lorsqu'en Allemagne, il est à 54 000 et aux États-Unis, plus de 80 000. Donc, c'est pour cela, après, on ne peut pas nous expliquer qu'il faut financer les services publics, le modèle social, etc. Si l'on ne produit pas suffisamment de richesse. C'est la réponse de François Omril pour le mot de la fin d'ailleurs. Ah bah oui, déjà. Oui, mais sur ce dernier point, je suis d'accord. Le problème, c'est la productivité. Toutes les heures de travail ne se valent pas. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Absolument. Donc ça ne sert à rien de travailler plus. Et la si c'est pour faire des heures de travail peu qualifiées. Le problème, il est là. C'est que la France, effectivement, a baissé en compétences et en compétitivité parce qu'on a subventionné la déqualification des emplois. Et moi, je prétends que si le modèle de la France, ou en tout cas de nos gouvernants, c'est le Bangladesh, eh ben peut-être qu'on va l'atteindre. Effectivement, à force de mettre sous pression les salaires, à force de subventionner la déqualification, de demander aux gens de travailler plus, eh bien on se prépare un destin de Bangladesh. Et j'ai rien contre ce pays-là. Simplement, j'observe que quand on veut tirer une économie, il faut la tirer vers le haut. Vous signaliez tout à l'heure le temps de travail des fonctionnaires. Moi, je pense qu'on peut tout comparer en Europe, notamment dans l'OCDE, et remarquer, par exemple, que les enseignants français sont les plus mal payés de l'OCDE. Avec les Italiens, un enseignant en François. France, il gagne moins qu'un enseignant au Mexique. Et pourtant, la France dépense autant en éducation que l'Allemagne. Vous avez raison. On a une problématique générale. Je pense qu'on la débouclera pas ce soir. Mais vous voyez qu'il fallait au-delà des lieux communs. C'est François Omril, juste un mot. Moi, j'ai vu le Japon, qui est un pays que je connais bien, relancer toute son économie au moment de l'effondrement de la bulle, parce que vous disiez, c'est-à-dire la recherche, véritablement, et l'investissement sur la recherche. Et un mot pour Philippe et vraiment, ça m'intéresse que vous creusiez ça. Je suis très intéressé par la confrontation de... non, mais François Omril, allez-y sur la recherche, s'il vous plaît. Et un mot sur la recherche et développement, c'est un des facteurs qui explique la baisse de productivité, comme vous voulez le dire. C'est Nicolas Sarkozy, RGPP. Écoutez, c'est Nicolas. Non, c'est pas la RGPP, ça n'a rien à voir avec la. Mais la RGPP, ça n'a rien à voir avec la recherche. Ne dites pas que c'est insupportable, c'est le principe d'un débat. François Omril, vous avez 30 secondes pour conclure. La politique de recherche et développement de la France. Vous comprenez rien à ce que j'ai dit. Vous n'avez pas dit, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Vos propos, c'est François Omril. Allez-y, François Omril. C'est Sarkozy qui démantèle avec François Omril, pardonnez-moi Françoise, c'est pour vous François Omril. Oui, bah écoutez, c'est bien de revenir sur la recherche. Pour nous, pour la CFECGC, pour moi, c'est vraiment le point fondamental. Il faut s'interroger sur qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui a fait des études brillantes en France, Bac+5, qui fait un doctorat, qui souhaite travailler, par exemple, dans le secteur de la captation du carbone par les sols, qu'il ne trouve pas de poste en France parce qu'il n'y en a pas, et qu'on lui dit « reviens nous voir à 35 ans », et qu'il va travailler en Hollande ou aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ou pourquoi pas en Asie. Ça, c'est vraiment le problème central aujourd'hui en France. Cette fuite des cerveaux, moi m'inquiète, elle ne touche pas que la tech, elle ne touche pas que l'intelligence artificielle, elle touche l'intégralité des secteurs. Et il faut s'en inquiéter. Pour moi, c'est vraiment le sujet numéro 1. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci François Omril, président de la CFE-CGC. Il est 18h57 sur Sud Radio. Merci à toutes nos trois vraies voix. C'est super. J'espère que vous êtes amusés. François, ça s'est entendu en tout cas. Oui, merci à vous, on s'est éclaté. J'adore me battre avec des libéraux qui racontent n'importe quoi. À une prochaine fois sur Sud Radio. La suite de votre soirée à l'écoute de Sud Radio, les vraies voix citoyennes, avec le beau message du Bleuet de France. Cette circonstance, un 11 novembre, évidemment. Ce sera juste après les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.